Et l'intitulé, facilement, je l'emprunte à Simone Veil, alors non pas la femme politique, mais la philosophe qui est décédée pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui fait un très beau petit livre, l'enracinement. Je vous le dis à ceux qui n'ont pas encore lu, il faut vraiment le lire, c'est tout à fait... Bon, c'était des réflexions dans le cadre du travail de la France libre, donc sur ce qui allait se passer après la libération. Mais c'est un travail qui est politique, bien sûr, mais qui est surtout philosophique. Enfin, c'est un livre tout à fait merveilleux dont je vous conseille la lecture. C'est vrai que depuis, on travaille quand même beaucoup sur la notion d'imaginaire. Et les imaginaires que nous avons sont liés, nos imaginaires personnels sont liés aux différents enracinements, aux différents imaginaires, aux imaginaires collectifs du pays auquel on appartient, l'imaginaire collectif de la religion qui est éventuellement la nôtre, de la profession également. Il y a des imaginaires professionnels, il y a des imaginaires de groupe, il y a des imaginaires politiques, bon, il y a toutes sortes d'imaginaires qui déterminent nos imaginaires personnels. Et alors, la notion d'imaginaire, puisque dans le sous-titre de ce livre, c'est Essai sur l'imaginaire polyphonique corse, l'imaginaire, donc au sens donc, de ce livre, c'est le filtre en fait à travers lequel les êtres humains voient la réalité. Alors, bien sûr, tout ça est éminemment subjectif, puisque nous voyons la réalité parce que nous avons eu une éducation, parce que nous évoluons dans une culture, parce que nous sommes dans une famille, parce que nous sommes également dans un milieu professionnel, etc. Mais alors, c'est très important, évidemment, parce que si nous voyons la réalité d'une certaine manière, je ne dirais pas d'une manière déformée, parce que chacun a son imaginaire, et bon... mais si nous voyons la réalité d'une certaine manière, nous agissons également d'une certaine manière, en fonction de ce filtre que nous avons. C'est vrai que dans notre imaginaire, bon, ce sur quoi j'ai travaillé sur la question du rapport aux armes, du rapport à l'activité guerrière. C'est vrai que ça on le trouve à toutes les époques depuis toujours. Bon, texte ancien, donc en latin, en italien, en français ensuite, bien sûr, et puis en langue corse. Et on trouve évidemment cette notion de le corse guerrier, le rapport aux armes, qui est tout à fait particulier. Bon. C'est important, et aujourd'hui encore, bon, le corse, globalement, il se voit comme ça. Mais pas tous les peuples ne se voient comme ça. Moi, je sais que je discute avec des amis catalans qui me disent ah, mais nous, on a perdu toutes les guerres, on n'est pas fait pour faire la guerre. Bon, nous, on est fait pour faire du commerce, voilà. Oui, bon. Et on trouve, par exemple, donc, au XVIIIe siècle en Corse, on trouve cette question, donc en débat, même en polémique, donc entre la Corse et Gênes. Les Génois se moquent des Corses parce qu'ils disent qu'ils sont pauvres, donc ils les raillent pour leur pauvreté. Et les Corses, eux, ne trouvent pas que d'être pauvres, ce soit une indignité. En revanche, ils se moquent des Génois parce qu'ils disent qu'au premier coup de feu, ils s'échappent. Donc on voit vraiment des systèmes de valeurs qui sont complètement opposés en réalité, complètement opposés. Bon voilà, donc l'imaginaire c'est quelque chose de... Alors l'imaginaire historique, corse est fait de toutes ces représentations. Pourquoi polyphonique, et puis là je vais terminer mon introduction, pourquoi polyphonique? Parce qu'il y a plusieurs interprétations historiques, plusieurs mémoires en Corse. Donc il y a l'interprétation historique nationale corse, bien sûr, qui a tendance à valoriser l'action de Paul au XVIIIe et à s'inscrire à mettre ses pas dans les pas de Paul. C'est aujourd'hui, les nationalistes de manière générale sont dans cet état d'esprit et font cette interprétation historique. Donc cette interprétation nationale corse, même si, je dois le dire aussi en passant, Paul n'appartient pas au seul nationaliste, et aujourd'hui Paul est revendiqué un petit peu de tous les côtés. Mais enfin, c'est vrai que l'interprétation nationale corse, c'est l'interprétation avant tout du mouvement national. Mais il y a d'autres interprétations. Il y a l'interprétation pro-française qui valorise l'action de la France en Corse depuis l'origine, depuis le XVIIIe siècle. Bon, on voit des historiens, par exemple ici à Bastia, Rovert, par exemple, même qui est dans une démarche qui est vraiment très opposée à l'interprétation historique nationale corse. Et lui, alors, Paul, il va chercher les parts d'ombre, elles existent, bien sûr, comme chez tous les responsables politiques, chez tous les êtres humains d'ailleurs. Voilà. Donc, il va chercher plutôt les parts d'ombre, il va plutôt, non pas discréditer, mais enfin, bref,
on a bien compris que ça n'est pas du tout la même interprétation historique. Oui, mais sauf que ce qu'a retenu la postérité, en Corse comme ailleurs, et surtout ailleurs, ben, c'est la période où Paoli est chef d'État de la Corse indépendante. L'interprétation historique, elle peut toujours être discutée. Hein. Et c'est ça qui est. Ce qui doit être sacré, ce sont les faits, c'est-à-dire vraiment essayer de ne pas déformer les faits. Parce que c'est à ce moment-là, voilà. Donc il faut se raccrocher à des faits pour valider son interprétation historique. Mais les interprétations historiques, j'en ai cité deux, il y en a d'autres en Corse. Vous avez par exemple à Bastia, Bonifacio, vous avez une mémoire génoise. Une mémoire génoise qui a longtemps été une mémoire souterraine, hein, parce que, bon, comme dans les années 60-70, on a présenté les Génois d'une manière univoque comme des tortionnaires. Donc effectivement, même je dirais les Bastis ou les Bonifaciens d'origine génoise ne le disaient pas forcément, je dirais, ne revendiquaient pas, ou du moins pas publiquement. Hein. Donc aujourd'hui, on voit que les choses sont très différentes. D'ailleurs, il y a eu une très belle exposition il y a quelques années, hein, Bastia génoise, et donc qui a remis à l'honneur cette mémoire génoise, et ça c'est très bien aussi. Parce que cette mémoire génoise, elle existe, et alors à Bonifacio, elle est très très forte, et vraiment, il y a des fiertés génoises, hein, donc à Bonifacio encore aujourd'hui, hein, donc au sein des vieilles familles hein, de Bonifacio. Moi, j'ai fait des conférences là-bas, j'ai eu des discussions très intéressantes. Il y a une mémoire grecque à Cargèse. Bon, et on sait aussi que les Grecs, avec le mouvement national au XVIIIe siècle, c'était pas l'amour fou, hein, bon, parce que les Grecs ont été aidés par Marbeuf, etc. On sait tout ça. Donc la mémoire grecque existe toujours à Cargèse. Et donc, toutes ces mémoires, bon, j'en cite quelques-unes. Il y a même une mémoire matriste qui existe. Matriste, bon, Matre, la famille Matre, les ennemis de Paoli, hein, pendant la guerre civile. Bon, c'est vrai aussi que dans les années 60-70, les descendants de Matre, parce qu'il y en a, des descendants en ligne directe, hein, il y en a beaucoup, à la différence de Paoli, qui pas de descendants en ligne directe. Bon, mais ils étaient discrets, hein, moi j'en ai connu, voilà, ils étaient discrets parce que c'est vrai qu'on avait tendance à présenter les matrices comme des traîtres. Bon, ça c'était, je dirais, un petit peu la pensée simplifiante des années 70 et 80. Hein, bon, le nationalisme a beaucoup contribué à cette pensée simplifiante. Là, moi je l'admets volontiers. Hein, bon. Mais c'est vrai que quand un mouvement est en phase d'installation, je dirais dans le paysage, il n'a pas recours à la pensée complexe des Derborins. Hein. En général, hein, bon, c'est comme en période de guerre. Hein, bon, on peut y revenir d'ailleurs sur la période de la dernière guerre. C'est très intéressant de voir ce qu'on trouve dans la littérature et dans les chants. C'est très très intéressant. Et là aussi, on est dans la pensée simplifiante, bon, pour la bonne cause, pour combattre l'occupant fasciste. Mais enfin, on est quand même dans la pensée simplifiante, c'est normal. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de... Bon, et même, je dirais, cette mémoire souterraine matriste, c'est normal qu'elle puisse avoir droit de citer. Tout ça fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et imaginaire polyphonique, ça veut dire qu'on n'est pas en train d'écrire un roman national univoque, comme le Lavis hein, en France au XIXe siècle. Bon, voilà, le Lavis, hein, bon, c'est-à-dire, hein, bon, vous voyez, vous vous souvenez des formules, la France est belle parce que Dieu l'a faite belle, et elle est grande parce que l'histoire l'a faite grande. Bon, c'est très bien. Bon, après, voilà, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Bon, bref, il y avait des choses qui étaient, disons, c'était vraiment un roman national univoque. Nous n'avons pas, je crois, intérêt, en tout cas, nous n'avons pas la volonté d'écrire un roman national univoque. Et je propose cette idée d'imaginaire polyphonique, hein, d'interprétation multiple en dialogue, parce que ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est effectivement l'épopée paolienne, mais c'est aussi tout le reste. Hein, Napoléon Bonaparte aussi, qui a été, je dirais, exclu du Panthéon de manière, du Panthéon corse, hein, de manière un peu brutale, mais Napoléon Bonaparte, malgré ses erreurs et ses fautes s'agissant de la Corse, bien qu'il nous ait envoyé Morand qui est un tortionnaire, bon, tout ça c'est vrai, hein, Isolaccio di Viumo, bon, tout ça est vrai. Malgré tout, aujourd'hui, il a participé aussi à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, et donc voilà, ce sont toutes ces mémoires, hein. Tout ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, donc l'imaginaire polyphonique, c'est le fait de faire dialoguer toutes ces interprétations, toutes ces mémoires, et le fait de refuser d'écrire un roman national unique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire moi sur ce livre. Alors il y a bien sûr des sujets multiples qui sont abordés, bon, comme la vendetta. Bon, évidemment, l'image d'Épinal, elle est utile, parce que l'image d'Épinal, elle est caricaturale, elle est souvent injuste, etc. Mais elle dit souvent des choses de nous-mêmes. Donc ces points de l'image d'Épinal, moi je les aborde parce qu'ils sont intéressants. Le rapport aux armes, la vendetta, le rapport aux institutions judiciaires,
Bon, bien sûr, la politique, le clanisme, etc. Je crois que tout ça fait partie de ce que nous sommes. J'ai l'habitude de dire qu'il y a un seul point de l'image d'Épinal qui est totalement, qui n'est basé sur aucun fait réel, hein, qui est de l'invention pure, c'est l'histoire du Corse fainéant. Bon, ça, c'est simplement ce qu'on trouve dans les situations de domination, parce que la puissance dominante est bien obligée d'expliquer pourquoi elle est là. Alors on trouve ça, bon, ça a été notamment décrit par Albert Memmi, par tous les écrivains de la colonisation et de la décolonisation, Frantz Fanon, etc. Bon, évidemment, le colonisé est toujours violent, incapable, est toujours fainéant, etc. Donc, alors ça, c'est un point de l'image d'Épinal qui ne tient sur rien, bien entendu. Mais tout le reste, c'est vrai. La culture des armes, c'est pas faux, bien sûr que c'est vrai. Donc, mais évidemment, la culture des armes, il y a différentes manières de l'aborder. Vous avez écrit de nombreux essais déjà sur la politique, ce que nous sommes, la Corse que nous voulons, le républicanisme corse. Celui-ci, vous faites un petit peu le bilan de ces valeurs pour une affirmation culturelle. Oui. Et c'était le moment, pour vous c'était le moment de le faire? Moi je crois que oui, parce que en fait on se rend compte que notre culture, donc notre imaginaire, notre rapport au monde, notre manière de participer au monde, est encore solide, contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Alors moi je suis plutôt optimiste, hein. J'ai tendance à voir la bouteille à moitié pleine. D'autres se désolent en me disant oui mais c'est la catastrophe, on est dilué, etc. Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques. Est-ce que le peuple corse en tant que tel est en danger? On m'a posé la question, un journaliste m'a posé la question récemment. Bien sûr qu'il est en danger, mais tous les peuples sont en danger. C'est comme ça. Et en fait, c'est simplement notre capacité à nous défendre avec toutes sortes de moyens, notamment les moyens de la politique. C'est notre capacité à nous défendre qui va être déterminante. À un moment donné, François Mitterrand est venu à Bastia et il a dit « Vous portez en vous une indestructible identité ». Alors c'était beau, ça nous a flatté et tout, mais en réalité c'est totalement faux. Il n'y a aucune identité indestructible, ça n'existe pas. Hein, Paul Valéry a dit nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Hein, les civilisations immenses sont bien sûr mortelles et on sait qu'il y en a un grand nombre qui ont disparu et qui étaient brillantes et puissantes. Donc il y a évidemment une petite identité comme la nôtre, une petite identité culturelle comme la nôtre, elle est évidemment susceptible de disparaître, mais elle n'est pas disparue. Moi j'ai connu le début des années 70, puisque je suis né en 1960, et j'ai connu une époque où les Corses ne se souvenaient même plus qu'ils étaient Corses. Oui, ils disaient, oui, les Corses. Mais dans les années 60, début des années 70, les Corses croyaient que leur langue n'avait pas de valeur, que leur culture était simplement un petit tas d'archaïsme. Dans nos familles, lorsque nous parlions corse, les vieux nous disaient en corse, ma cosa parli corso, ma cosa parli parla francese, parla inglese, impara parla inglese, mais qu'au corso un yo anunda, le corse ne sert à rien. C'est ce que pensaient, et ils le disaient dans un corse impeccable, parce que c'était des locuteurs naturels. Et ils croyaient que leur langue n'avait pas de valeur. On avait réussi à leur faire croire que leur langue n'a pas de valeur. Aujourd'hui, ce genre de choses, on ne les entend plus. Et pourquoi on ne les entend plus? Et parce qu'il y a eu, effectivement, dans les années 70, il y a eu ce sursaut collectif. Donc aujourd'hui, cette culture existe toujours. Cette culture est, je crois, bien sûr en danger comme toutes les cultures, je le disais, mais cette culture, aujourd'hui, mérite qu'on en prenne soin. Et surtout que l'on n'ait pas de complexe. C'est pour ça que je parle de déclaration d'indépendance culturelle. Il ne faut pas que nous soyons prisonniers d'un surmoi, je dirais, culturel, comme c'est souvent le cas. Et sur cette question de la valorisation culturelle, quel rapport la jeunesse a-t-elle avec la culture corse? Alors, très imprégnée de culture corse, c'est la langue qui a malheureusement effectivement décliné, hein, donc dans ses versions, s'agissant des pratiques langagières. La conscience linguistique, en revanche, a augmenté considérablement. Aujourd'hui, tout le monde trouve que la langue corse est importante. Politiquement, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde pense que la langue corse est très importante. Et le dit, en tout cas. Hein, voilà. Et la jeunesse, je crois, partage. Alors la Corse produit toujours des Corses. Moi, je dis que la machine s'est grippée, qu'il faut la remettre en route, mais je pense quand même qu'aujourd'hui encore,
nous avons suffisamment de force pour fabriquer des Corses. Oui. D'accord. Alors vous avez rappelé, vous le rappelez dans votre livre, que la société corse, avec la justification de la révolution de Corse de Salvini, la constitution de Poli, a défendu des valeurs avant les autres nations européennes, comme le sens de la justice, la dignité humaine, le droit au bonheur, la liberté de conscience, le respect de l'autre. Aujourd'hui, quel est le modèle républicain qui serait le plus en accord, selon vous, avec ces valeurs? Le modèle républicain pour la Corse de demain, pour une Corse indépendante. Oui, ou est-ce qu'il y a un modèle républicain actuel qui... Bon, le modèle républicain, disons qu'il y en a beaucoup. La Corse a eu le sien, hein, donc, et il était particulièrement avancé donc au XVIIIe siècle, pour cette époque-là. Je pense que nous avons beaucoup de choses encore à apprendre de ce qui s'est passé au XVIIIe. Bien sûr qu'il y a des sujets sur lesquels nous n'avons pas évidemment l'idée de revenir à cette époque-là, notamment en matière de droit pénal. Bon, les choses se passaient de manière extrêmement brutale. La justice de Paul, c'était une justice de l'époque, de son époque. Elle était très brutale. Mais sur le plan institutionnel, en revanche, il y avait un système qui était très très élaboré, notamment même un système, je dirais, avec une certaine séparation des pouvoirs, alors, pas comme nous la concevons aujourd'hui, bien entendu, hein, mais une non-confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. Bon, le pouvoir judiciaire était largement entre les mains de Paul en réalité, hein, mais sur le plan exécutif-législatif, il y avait vraiment une séparation, hein, à tel point d'ailleurs que Paul, à un moment donné, a voulu un veto, hein, et il a été refusé par la consulte. Donc un veto, il a eu simplement un veto suspensif. Lui, il voulait un veto total. Enfin, bref, je crois sincèrement, et ça, en tant que juriste également, j'ai vraiment un avis précis sur la question. Je pense qu'une constitution républicaine, elle doit être complexe. La simplicité, c'est la dictature. Ça, c'est simple, il y a un type qui décide et puis après, tout le monde obéit. Ça, c'est la simplicité. La République, c'est la complexité. Alors, il y a un sujet que vous abordez aussi, sur lequel vous êtes assez critique, c'est la laïcité à la française, que vous jugez comme un dispositif de combat, et non. trop radical peut-être. Alors, moi je ne la juge pas, moi je dis que la France sait très bien quelle est sa laïcité, et ça ne me viendrait pas à l'idée de dire à la France, de dire aux Français quelle laïcité doivent adopter. Si elle convient à la France, très bien. Et c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes laïcité de combat. Hein. Donc, je veux dire, laïcité de combat, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les Français eux-mêmes, et ils revendiquent la notion de laïcité de combat. Bon, quelle est la nôtre, la laïcité? Pourquoi parle-t-on de laïcité corse? C'est contesté d'ailleurs cette notion. Hein. La notion est contestée. Bon, nous disons qu'il y a une laïcité corse. Alors, juridiquement, la laïcité corse, c'est la laïcité française, on le sait. Bien entendu, les lois qui s'appliquent, ce sont les lois françaises. Les textes de droit qui s'appliquent, ce sont les textes français. Bien. Mais dans la pratique, il se passe des choses en Corse qui ne se passent pas ailleurs, qui ne se passent pas en France, mais qui se passent en Italie. Alors tout à l'heure, vous parliez de singularité, que l'on retrouve même dans la politique insulaire. Est-ce que vous abordez une notion aussi qui est assez surprenante, enfin qui est peu qu'on rencontre pas souvent, c'est parler de charge mystique dans le mandat politique. Ah, une charge mystique, oui. Ben, la politique, je pense que c'est quelque chose de plus grand que nous, évidemment. Quand on a en charge, même simplement par le vote, on a en charge quelque chose de plus grand que soi, quelque chose on a un geste qui détermine le sort d'un peuple entier, ou même d'une ville simplement, élection municipale bientôt, c'est important. Et effectivement, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'action politique positive, profitable à la communauté, simplement d'un point de vue pragmatique. Bon, ça c'est ma manière de voir les choses. Si on est uniquement dans le pragmatisme, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir du tout de pragmatisme, bien entendu, qu'il faut aussi une part de pragmatisme. Mais si on est uniquement dans le pragmatisme, dans le calcul, et si on n'est pas conscient d'avoir en charge quelque chose qui est d'un niveau, pas uniquement matériel, mais également spirituel, eh bien je pense, spiritualité qui peut être une spiritualité totalement laïque, hein, par ailleurs, mais si on n'a pas
Si on ne place pas la politique à ce niveau, alors là, on tombe dans quoi? On tombe dans la politicaillerie. Et malheureusement, nous avons un spectacle à cet égard qui est assez attristant à Paris et parfois même chez nous. Merci. Alors, il y a aussi peut-être pour faire le point, donc on en était à l'émancipation, l'affirmation culturelle pour une émancipation politique. C'est le déroulé qui se suppose. Oui, mais moi j'invente rien, là je me réfère au schéma d'Antonio Gramsci. Hein. En fait, la bataille culturelle et ensuite ses prolongements politiques. La bataille culturelle, les nationalistes l'ont gagnée à plate couture. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le côté juridique, bon, ça c'est une chose, mais que la société corse est une société qui a son fonctionnement particulier et qu'elle doit l'entretenir. Qu'il faut prendre soin de ce que nous sommes collectivement. Mais je peux vous dire que des politiques, et non des moindres, sont très inquiets par les risques de dilution de la communauté corse. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont indépendantistes, mais qu'ils ont peur qu'il n'y ait plus de Corse. Donc ils sont très inquiets. Donc il faut effectivement aussi se baser sur cette volonté collective pour défendre la Corse. Nous pensons, les indépendantistes, nous pensons que la bonne méthode, c'est d'aller vers l'indépendance. D'autres pensent que c'est l'autonomie. D'autres pensent qu'on peut quand même rester donc, dans un cadre qui ressemble juridiquement au cadre actuel. D'ailleurs, nous avons fait faire d'ailleurs une expertise il y a quelques semaines pour le Ribon. D'ailleurs, une expertise par une professeure de droit d'Aix-en-Provence, de droit public, qui est tout à fait, je dirais, reconnue. Son expertise est reconnue évidemment dans ce domaine-là. Elle dit, bien sûr, avec une écriture constitutionnelle comme ça, il n'y a pas évidemment de statut de résident, il n'y a pas d'officialité de la langue corse, il n'y a pas de pouvoir législatif. C'est pas l'autonomie. Le pouvoir législatif pour tous les juristes de la terre, le pouvoir législatif, c'est la condition de l'autonomie. La bataille culturelle a été gagnée, la bataille politique, elle reste à livrer. Voilà. Mais c'est vrai que dans le schéma d'Antonio Gramsci, la victoire culturelle préfigure la victoire politique. Bon, enfin, si on s'arrête en cours de route, il n'y a pas de victoire politique. Bon, dans votre livre, vous abordez énormément de sujets. Vous parlez de l'Europe, vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez de votre parcours politique et de votre engagement aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup, on ne peut pas tout aborder aujourd'hui. Hein. En tout cas, merci. Merci pour Merci à vous. l'explication. Merci à vous.